Bien, merci de m'avoir invité à présider ce débat. Donc ce soir, nous avons 3 intervenants pour aborder une question cruciale en ces temps de campagne électorale, même si en effet pour l'instant elle n'a pas beaucoup surgi. La question des politiques sanitaires et sociales et plus particulièrement, je crois, la question de savoir comment se font ces politiques sanitaires et sociales. Et en fonction de la façon dont elles se dessinent, de leur genèse, est-ce que parfois ne ratent-elles pas leur cible ? Donc ces cibles, logiquement, si on revient aux fondamentaux des politiques sanitaires et sociales en France, c'est que pour les politiques sanitaires, l'objectif c'est un accès aux mêmes soins pour tous, quel que soit leur niveau de revenus. Et en particulier, c'est fondé sur un principe de redistribution des non-malades aux malades, sans considération, autre considération que leurs besoins de santé. Donc la question aujourd'hui, bien sûr, c'est celle d'une médecine à 2 vitesses. Est-ce que nous sommes entrés dans une ère où cette redistribution, hors considération économique et sociale, entre non-malades et malades, serait remise en cause et pourquoi et par quel processus ? Du côté des politiques sociales, au contraire, la question l'objectif, la cible, c'est la redistribution par rapport aux revenus pour éviter l'extrême pauvreté, pour donner des conditions de vie décentes à tous. Et cette fois-ci, la question est celle d'un modèle social français, comme on l'a appelé ces dernières années, qui serait en crise parce qu'il a été pensé dans un monde du plein emploi et dans un monde où la famille était stable. Et que depuis longtemps maintenant, depuis 40 ans, les conditions de base de ce modèle social ont été fortement déstabilisées. Donc les principes du modèle de 1945, le modèle de la sécurité sociale, c'était que la société avait une dette à l'égard de ses membres, mais c'était aussi que cette dette était fondée sur le travail et sur la notion de travailleur d'une part et d'ayant droit du travailleur d'autre part. Et nous étions également dans un monde où les migrations étaient voulues par la société d'accueil, donc où la société était relativement close dans ses frontières nationales. Donc depuis plusieurs décennies, je dirais, on a plusieurs problèmes qui se posent à ce modèle de 1945. Une porosité des États-nations avec un marché du travail plus large et avec la question des limites de ce marché du travail. La question bien sûr de l'émergence d'un chômage de longue durée et d'un chômage des jeunes très fort en ces temps de crise, mais très fort déjà depuis la décennie 1980 où la France s'est installée dans un système longtemps et durablement de chômage fort par rapport à d'autres sociétés analogues. Également la question de l'apparition de nouveaux risques qui ont remis en cause ce modèle de l'État social, en particulier le risque de la dépendance. Moi, je travaille sur la dépendance, donc je suis sensible à ces questions. Et puis, bien sûr, comme je disais au début, la question des ayants droit, c'est-à-dire que le modèle de la sécurité sociale, c'était un modèle où les ayants droit, c'était une épouse censée ne pas travailler, des enfants censés ne pas encore travailler. Et donc, aujourd'hui, depuis longtemps, ce modèle familial a disparu, les familles monoparentales ont posé des problèmes aux politiques sociales et tout ça n'a pas été repensé en profondeur et il me semble, et on verra au cours du débat, qu'on a assisté depuis une bonne vingtaine d'années à un retour de la compassion comme fondement des politiques sociales et non plus cette question de la dette de la société à l'égard de ses membres. Donc ce que nous allons faire ce soir avec 3 interventions très diverses, c'est se demander depuis 20 ans à peu près comment se font les politiques sanitaires et les politiques sociales, quel est le rôle des pouvoirs publics, des associations, des professionnels dans l'émergence, dans la genèse, dans la fabrication des politiques sanitaires et sociales. Et ça, Caroline Huyard va nous le montrer très bien à partir de l'exemple des maladies rares. Mais également comment se font ou se défont les frontières entre politique sanitaire et politique sociale. Et là, c'est Richard Reichmann qui nous montrera comment la souffrance psychique vient remettre en cause la frontière entre politique sanitaire et politique sociale. Et moi, j'interviendrai peut-être pour dire que l'exemple de la dépendance, des personnes âgées dépendantes, est aussi un exemple où les politiques sanitaires et les politiques sociales se sont trouvées mêlées pour
le pire plus probablement que pour le meilleur. Donc deux questions subsidiaires qui seront abordées, je pense, par les intervenants. La question de l'usage des statistiques dans le débat public. À quoi servent les statistiques, à quoi elles sont utilisées dans les débats publics. Et derrière cette question de l'usage des statistiques, en réalité, il y a deux questions différentes. Il y a la question des classements, comment on classe, comment on décide que telle population relève de tels critères, mais aussi, bien sûr, la question des nombres, comment est-ce que il faut faire émerger des nombres pour faire exister une politique sociale et une politique sanitaire. Donc ça, je pense que à leur façon, Caroline Huyard et Richard Rechtman nous éclaireront sur cette question des usages des statistiques et des effets sur la production des statistiques, de ces usages attendus des statistiques. Deuxième question subsidiaire que vous allez voir apparaître très vite, la question de la place dans la genèse des politiques sociales et sanitaires des personnes qui n'ont pas accès à la parole, soit parce qu'elles ne font pas nombre, ça c'est ce que nous dira Caroline Huyard, donc comment on fait pour faire nombre quand apparemment on ne fait pas le poids, et puis bien sûr également ceux qui sont oubliés des nouvelles politiques sociales, et c'est une question que posera Richard Rechtman, et j'espère que Martin Hirsch, après avoir entendu ces deux interventions, apportera des éléments soit de décalage, soit de réponse aux questions que nous pouvons nous poser. Donc je vais vous donner la parole dans cet ordre. Donc d'abord Caroline Huyard, qui est chercheure à l'Institut pour la recherche sociale de Francfort et qui vient donc de faire paraître ce livre rare sur la cause politique des maladies peu fréquentes. Puis Richard Rechtman, directeur d'études à l'École des études en sciences sociales, psychiatre et anthropologue. Et enfin Martin Hirsch, président de l'Agence du service civique. Donc ils auront la parole chacun à leur tour. Puis ils reprendront la parole pour se répondre aux uns aux autres avec peut-être des questions que je poserai à ce moment-là. Et dans un troisième temps, la salle aura la parole pour débattre avec nous. Donc Caroline. Bien, donc, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents ici ce soir. Je vais donc entrer dans le vif du sujet en traitant d'un exemple que l'on peut considérer comme encourageant en matière de politique de santé, donc, qui est le cas des maladies rares et des mobilisations autour de ces affections. C'est un exemple encourageant dans la mesure où depuis une douzaine d'années, les pouvoirs publics européens et français ont fait des efforts importants pour améliorer la situation des personnes atteintes d'une maladie rare. Au niveau européen, une première mesure importante, c'est un règlement en 1999, et au niveau français, 2 plans maladies rares depuis 2004. Les progrès accomplis sont d'autant plus remarquables que la tâche est ardue, et ce pour 2 raisons. D'une part, les maladies rares sont très nombreuses. On cite classiquement qu'il y en aurait 5 000 à 8 000, et en tout état de cause, plusieurs centaines sont raisonnablement bien décrites. D'autre part, chacune de ces maladies ne touche qu'un très petit nombre de personnes. Le règlement européen définit comme rare une maladie qui touche moins de 50 personnes sur 100 000, et rapporté à la population française, cela signifie qu'une maladie rare touche au plus 30 000 Français. Et en fait, la majorité des maladies rares touchent moins de personnes encore, c'est-à-dire moins de 1 personne sur 1 million. Voilà pour les chiffres essentiels. Et outre cette vision statistique, le Téléthon transmet depuis 1999 une vision que l'on pourrait qualifier de militante, et qui est la suivante. Les progrès réalisés en biologie, notamment en génétique, permettent de mieux décrire un nombre croissant de maladies, et d'envisager qu'il existe un jour une réponse médicale ciblée et efficace pour chacune. Le rôle des associations dites de malades serait essentiel pour y parvenir en soutenant la recherche fondamentale. Cette vision des choses n'est que partiellement exacte et empêche de tirer certains enseignements très intéressants en matière de politique publique. Je voudrais donc rectifier un peu ce tableau pour bien montrer sur quel point précis les maladies rares sont pertinentes pour réfléchir au système de santé et au système de soins. Pour cela, je m'appuierai sur une recherche de 5 années fondée sur une 60aine d'entretiens, une 20aine de journées d'observation et un travail sur des centaines de documents d'archives, recherche dont le livre qui a été évoqué en introduction constitue la synthèse.